Merci beaucoup. Beaucoup de questions déjà qui sont chacun dans nos têtes sur en même temps ce que ça peut impliquer comme manque des États-Unis, notamment dans certaines situations. Alors soit parce que ces situations ont été créées par ces interventions, en tout cas pour les Européens, soit parce que quand même l'idée que les États-Unis ne seraient pas au rendez-vous de certaines crises ou de certaines tensions créerait en soi, je dirais, une sorte de manque d'équilibre dont les autres pourraient profiter, comme profitant d'un recul américain pour eux s'engager sur ces voies qui sont peut-être pas positives, mais voilà, c'était juste pour faire une transition. Nicole, je te passe la parole. Merci beaucoup. D'abord, je suis que tu m'aies demandé de commenter la conférence de Phil Gordon, que je connais depuis longtemps et avec lequel, en 2003, nous avions toujours des discussions vives, mais toujours policées, civilisées. Et je dois dire que vous avez devant vous... C'était toi et policier, c'était lui. Voilà, tu as tout compris. C'est toujours comme ça avec toi. Mais... Moi, je ne suis pas policée. Si. Non, ce que je veux dire, c'est que Phil Gordon fait partie de ce que l'Amérique peut produire de mieux. C'est vrai ? Restez assis. Je suis non seulement policée, mais franche. Peut produire de mieux en termes de courtoisie, d'intelligence, de compréhension, de volonté de comprendre l'autre au lieu de lui dénier immédiatement toute originalité, de connaissance et d'intérêt pour l'Europe. Je pense que tu dois être aujourd'hui aux États-Unis une espèce menacée. Je ne sais pas si tu es même une espèce en voie de disparition. Les élections prochaines nous le diront, mais donc je suis très heureuse qu'on puisse encore te découvrir aujourd'hui. Mais cela dit, je suis très embêtée parce que, je suis d'accord pratiquement avec tout ce qu'il a dit, ce qui prouve que si vous nous aviez écoutés en 2003, quand Chirac et Védrine disaient que le régime Chang c'était une bêtise, on aurait gagné 17 ans. On aurait gagné 17 ans peut-être de stabilité plus grande au Moyen-Orient. Et je suis très embêtée parce que, non seulement je suis d'accord, mais parce que j'avais préparé quelque chose qui est complètement inutile maintenant, donc je vais essayer d'improviser. Je dois dire d'abord que l'impression générale, c'est... Je n'ai pas lu le livre, bien sûr. Je crois qu'il n'est pas sorti encore. Non. Mais il faudrait le faire traduire en français, d'ailleurs. Mais non, si. Mais l'impression générale, c'est que tout ça pour rien, ou tout cet effort, cet déferlement d'intelligence, d'argent, d'armes américains pour rien, pour nous conduire dans un monde qui est encore pire que celui qu'on connaissait avant. Et donc, deux réflexions immédiates, une réflexion et une question plutôt. La réflexion, c'est finalement les Européens qu'on critique tout le temps de ne pas vouloir intervenir, d'être tranquillement chez eux, à se concentrer sur leur postérité, à ne pas vouloir prendre des responsabilités dans la gestion des crises extérieures, et moi la première d'ailleurs. Finalement, ces Européens n'ont peut-être pas si tort que ça, puisque à chaque fois qu'on intervient à l'extérieur, à chaque fois c'est une catastrophe. Le seul exemple positif, je trouve, dont tu n'as pas parlé, mais peut-être que c'est dans ton livre, le seul exemple où une intervention occidentale a été un succès, c'est la première guerre d'Irak en 91, où Saddam Hussein envahit le Koweït, on y va tous, on reprend Saddam Hussein, on le remet dans son Irak, on libère le Koweït. Pourquoi ça a été un succès ? Justement parce qu'on n'a pas essayé de changer de régime. Et donc oui, mais c'est peut-être un modèle pour l'avenir, pour la réflexion future. Exemple, mais il n'est pas sur le champ moyen-oriental, c'est le Kosovo. Oui, encore que le Kosovo, c'est plus... Kosovo, voilà. Mais c'est en Europe, on n'est pas sur le champ. Ouais, voilà. Mais bon, on pourrait nuancer le Kosovo. Moi, j'ai toujours été des points d'interrogation sur la légalité de l'intervention. Bon, c'est pas autre chose quand même. Mais je reviens, si tu veux, tu m'interromps plus.
Non, je ne t'interromps plus. Non, donc, voilà, donc ma réflexion, c'était tout ça pour rien. Et deuxièmement, les Européens, finalement, ont peut-être une espèce de sagesse séculaire à la Candide. Il faut cultiver son jardin et au mieux s'occuper de nos intérêts. Je dis ceci en termes de provocation, parce que moi, je ne suis pas totalement convaincu que ce soit la philosophie nécessaire pour l'Europe, mais je comprends que certains pourraient être amenés à cette conclusion. Et la question à ce niveau-là de mon raisonnement, c'est si, à l'aube de ces 10 leçons, à la lumière de ces 10 leçons et de cette réflexion sur les échecs du régime change, si la nouvelle politique américaine devait être désormais plus d'intervention, notamment au Moyen-Orient, alors est-ce que ce serait mieux? Parce que quand on regarde à l'inverse les politiques de non-intervention américaine, elles ont été aussi catastrophiques que les politiques d'intervention. Deux exemples, la Syrie, où François Hollande voulait intervenir, non pas pour changer le régime, mais parce qu'il y avait eu franchissement d'une ligne rouge qui était l'usage de l'arme chimique par le président syrien, et donc il n'y avait pas du tout dans la réflexion de François Hollande, enfin je parle sous ton contrôle Louis, il n'y avait pas cette volonté de changer de régime, il y avait juste de faire respecter le droit international. Mais vous ne l'avez pas voulu, et vous nous avez empêché, interdit de le faire. Et le deuxième exemple où la non-intervention est aussi une catastrophe, c'est l'affaire des Kurdes, qui ont été les alliés des Américains pendant la guerre en Syrie et qui sont en même temps les victimes du retrait américain de Syrie. Et donc, la question est, il n'y a pas vraiment, soit on intervient, c'est une catastrophe, soit on n'intervient pas, c'est une catastrophe. Donc, j'en reviens à mon Candide, qui n'est peut-être pas si stupide que ça. Mais bon, voilà, ça c'était une première réflexion. Une deuxième réflexion, moi je voudrais juste d'abord commenter le titre du livre que je trouve très très intéressant, Losing the Long Game, perdre le long terme ou le jeu à long terme, quelque chose comme ça. Et je trouve que c'est très courageux et très rare de la part d'un auteur américain de mettre l'accent et de mettre en lumière l'échec de la diplomatie américaine depuis les années 50, en tout cas au Moyen-Orient. D'habitude, ce sont plutôt les Européens, voire même les Français, qui font des bouquins sur l'échec de l'Empire américain. Et là, bon, premièrement, voilà, je trouve que c'est intéressant de le faire. Je ne sais pas si ça va alimenter la campagne des démocrates, ça c'est aussi une question que je voudrais poser. Le régime change a été, exagéré par l'administration Bush Junior, mais est quand même une partie intégrante de l'ADN démocrate, pour qui les droits de l'homme, l'ingérence, le droit, la responsabilité de protéger, etc., tout ça fait partie de l'ADN démocrate, beaucoup plus que de l'ADN républicain. Et donc, dans cette campagne, je sais que la politique étrangère n'est jamais un thème très important dans les campagnes électorales américaines, mais quand même, la question est-ce que les démocrates vont renoncer à ce qui a été leur ADN fondamental en politique étrangère? Est-ce que, je n'ai pas regardé, je vous avoue très franchement, le programme de, comment il s'appelle Sanders, son prénom Bernie Sanders, ou le programme de Joe Biden, mais ça c'est vraiment une question, parce que pour nous Européens, c'est très important. Beaucoup d'Européens rêvent que les démocrates gagnent les élections. Moi je suis absolument persuadé qu'en politique étrangère, il n'y aura aucune différence entre les démocrates et les républicains, à la courtoisie près, à la différence de la politesse et de la courtoisie près. Mais donc voilà, ça c'est une deuxième question. Mais donc je reviens à mon titre, et l'autre partie intéressante du titre, c'est « Losing the Long Game ». Et ça, je trouve intéressant de parler du long terme, parce que dans le court terme, on peut avoir un jugement très faussé. Moi, je me souviens, en 2003, en Irak, je dirigeais mon agence européenne sur les questions de sécurité et de défense, et les premiers 15 jours, le premier mois après l'intervention militaire en Irak, on était, même les plus farouches opposants de cette intervention, on était quand même estomaqués de l'extraordinaire succès militaire de l'intervention américaine. Et donc, le court terme peut être très trompeur. Pareil sur la Libye, tout de suite, les quelques jours ou mois ou semaines après l'intervention à Libye, c'était un succès majeur. On avait sauvé la population de Benghazi d'un génocide. Et donc toute la difficulté pour nos démocraties, qui sont sur le court terme
et non pas sur le long terme. Toute la difficulté pour nos démocraties, c'est de tirer les leçons du court terme qui ne soient pas contredites dans le long terme. Comment faire? Moi, j'étais contre l'opération en Libye, mais bon, c'est pas moi qu'on a écouté, c'est BHL qu'on a écouté. Mais autrement dit, dans nos démocraties, c'est un vrai défi que de tirer des leçons stratégiques en essayant de deviner le long terme au-delà des apparences du court terme. Et notamment, là, la question est: que devient, du coup, quand on prend la Libye, je pense qu'on avait tort de le faire, mais que devient, du coup, cette idée de la responsabilité de protéger? Si on dit il ne faut pas intervenir parce que de toute façon ça se termine toujours mal, est-ce que ça veut dire qu'on abandonne ce que seuls les Occidentaux portent, c'est-à-dire la volonté quand même de défendre les peuples contre leurs propres génocidaires? Et moi, j'avoue que c'est une impasse stratégique importante. Moi, j'ai plutôt la tendance à conclure qu'il ne faut rien faire, mais je reconnais que pour une démocratie, c'est très difficile de conclure que finalement le devoir de protéger doit être oublié. Qu'est-ce que j'avais d'autre encore? Oui, alors le régime change, et là c'est peut-être une critique que je vais quand même pouvoir te faire. Mais je n'ai pas lu le livre encore, alors peut-être que ça l'est. Mais dans ce que tu as dit, ça ne l'est pas. Quand on regarde la façon dont les Américains traitent le régime change, c'est quand même un péché contre l'esprit de la part des États-Unis. D'une part, ça tu l'as dit, parce que croire que la démocratie s'impose de l'extérieur à coups de missiles sans prendre, de même que la pâte se lève après un travail important quand on fait un gâteau, sans prendre de l'intérieur, porté par les cultures, l'histoire nationale des peuples, etc. Donc penser qu'on peut plaquer la démocratie sur des régimes qui sont de cultures politiques totalement différentes, ça c'est vraiment de la bêtise simple. Mais ce qu'il y a aussi dans la façon dont les Américains, et ça c'est ce qu'on vous a dit en 2003, que c'était bête, mais il y a aussi dans le régime dans la façon dont les Américains pensent le régime change, il y a aussi une hypocrisie absolument phénoménale. Pourquoi? Parce qu'il y a des États du Moyen-Orient qui, pour vous, ne sont pas éligibles au régime change. Par exemple, l'Arabie Saoudite, le Qatar, les États du Golfe, enfin toutes ces grandes démocraties, comme l'on sait, qui décapitent au sabre. Pour la peine de mort, on décapite au sabre en Arabie Saoudite, et ça n'effleure aucune administration américaine, qu'elle soit démocrate ou républicaine, que ces pays-là auraient besoin d'un bon petit régime change. Donc ça, c'est une question. Pourquoi avez-vous cette hypocrisie sur qui a le droit au régime change? Et deuxième hypocrisie, ça peut-être que tu en parles aussi, mais c'est ce qui est le régime change pour les Américains, ce n'est pas l'imposition de la démocratie, c'est l'imposition d'une démocratie favorable aux États-Unis. Et ça, ce n'est pas du tout pareil, parce que je prends deux exemples. Le premier exemple, c'est 2006, des élections démocratiques dans les territoires occupés, surveillées par 900 observateurs européens. J'étais à l'Union européenne à l'époque, donc je m'en souviens très très bien. Ces élections parfaitement démocratiques amènent au pouvoir, donnent la majorité au Hamas. Alors là, les Occidentaux n'avaient absolument pas prévu ça. On pensait que c'était l'OLP qui allait gagner traditionnellement, le Hamas. Eh bien, qu'avons-nous fait, nous, Européens, mais vraiment taraudés par la diplomatie américaine, c'était ne pas reconnaître le résultat des élections libres, ne pas reconnaître le Hamas comme gouvernement légitime, peut-être avec de bonnes raisons, c'est depuis classé comme un mouvement terroriste. Mais, et ensuite, toute la communauté internationale a mis des sanctions pour ne pas reconnaître le Hamas. Et donc, le régime change démocratique, mais quand il n'est pas perçu comme favorable aux intérêts américains, eh bien vous faites du régime change. Et ça, c'est quand même les Européens aussi qui l'ont subi. Autre exemple, tu en as parlé, l'Égypte. 2011, printemps arabe, Moubarak est obligé de quitter le pouvoir. Il y a des élections libres. Les élections mettent au pouvoir M. Morsi, frère musulman, librement élu en Égypte.
tout le monde s'inquiète en Occident, et qu'est-ce qui se passe? On encourage, j'imagine, moi je ne suis pas dans les services, un coup d'État militaire du général Sissi, qui prend le pouvoir en juillet 2013, applaudi par toutes les démocraties occidentales. Donc les démocraties occidentales applaudissent un régime change qui instaure une dictature contre une démocratie qui avait porté au pouvoir les frères musulmans. Encore une fois, je dis ça pour te provoquer. Je ne dis pas que les frères musulmans c'était mieux que la dictature, mais je dis simplement que la pratique du régime change aux États-Unis est très sélective, très hypocrite et très opportuniste, en fait. Et donc, ça n'a pas vraiment une idéologie, c'est plutôt un opportunisme de bonne aloi. Je vois que Louis s'impatiente. J'avais encore un point sur l'Europe. J'avais un point sur l'Europe. Oui. Mais je n'ai pas le temps, hein, c'est ça. Si, tu as le temps, vas-y. Non, parce que j'ai encore des points. Alors, cherche ton... non, juste pour préciser... Ne me prends pas mon temps. Non, juste pour rebondir sur ce que vient de dire, ce que vous avez dit l'un et l'autre, moi, j'avais des questions plus petites. Mais non, mais attends, pas fini. Ah bon, alors fini. Non, mais je les cherchais sur tes papiers. Je les reposerai après, vas-y. Non, j'ai encore 2 points. Mais parce que tu me fais réfléchir. Non, sur l'Europe, le régime, tu l'as dit, le régime change en Europe, il a existé aussi, pendant la guerre froide et après la guerre froide. Et là, on peut avoir un jugement beaucoup plus nuancé. Le régime change pendant la guerre froide, il ne s'est pas fait par des interventions militaires, forcément, puisqu'on avait la dissuasion nucléaire qui empêchait toute intervention de l'Ouest contre l'Est. Mais il a été fait par les États-Unis, et moi je trouve relativement bien fait, par un certain nombre de procédés politiques, par Radio Free Europe, qui a été un instrument absolument extraordinaire, par le soutien aux dissidents, par la détente même, le soutien à la politique allemande de détente. Donc là, pendant la guerre froide, on ne peut pas dire que le régime change a été un total échec, ni un total succès. Parce que quand ces pays d'Europe centrale et orientale se sont libérés, ils l'ont fait tout seuls, ils l'ont fait d'eux-mêmes. Mais depuis la guerre froide, on a vu que le régime change continue d'exercer son attrait pour une certaine administration américaine. On l'a vu sur l'élargissement de l'OTAN, et ça continue. Il y a des ayatollahs de l'élargissement de l'OTAN qui pensent que l'OTAN est un instrument pour démocratiser tous les anciens satellites de la Russie, de l'Union soviétique et de la Russie. Et moi, je suis contre, et la France est contre, comme tu le sais. Nous ne voulons pas que l'OTAN s'élargisse à l'Ukraine, à la Géorgie, à la Biélorussie, non pas parce que nous n'aimons pas ces pays, mais parce que entre la sécurité et le soutien aux démocraties, eh bien, il y a un équilibre qui doit se faire. Et deuxièmement, le deuxième exemple du régime change américain en Europe qui a été un échec total, c'est votre militantisme auprès des Européens, forcené, presque le chantage auprès des Européens pour ouvrir les négociations d'adhésion à la Turquie. Ça, c'était vraiment la bataille américaine des années 2010-2013. Vous l'avez gagnée, on vous a cédé et on voit le résultat aujourd'hui. L'ouverture de négociations, la perspective d'adhésion à l'Union européenne pour la Turquie n'a pas été une démocratisation, mais au contraire le début de la dictature. Je termine en disant, je regrette que tu n'aies pas proposé une autre stratégie. Parce que si ça n'est plus ça, qu'est-ce que c'est? Moi, j'avais cru que tu allais nous dire qu'il fallait plus d'abstention que d'intervention, qu'il fallait plus de diplomatie que d'intervention militaire et plus de réalisme à la place de l'idéologie. Et si c'était ça, la future diplomatie du prochain président, démocrate, à la limite, je pourrais souscrire et les Européens pourraient être d'accord. Mais à ce moment-là, comment justifier, malgré tout, les interventions au Moyen-Orient? Je ne crois pas du tout que les Américains abandonneront le Moyen-Orient, ne serait-ce que parce qu'Israël est au Moyen-Orient. Géographiquement, c'est comme ça. Et donc, je ne crois pas que les Américains peuvent se désinvestir du Moyen-Orient. Mais donc, si c'est ça, la politique, comment on convainc les Européens qui aiment les droits de l'homme, la défense de la démocratie, etc. Comment on convainc les Européens si on devient plus realpolitik que Kissinger?
Voilà. Merci Nicole. Je vais laisser Philippe répondre. Non, moi je voulais juste rebondissant sur vos deux... Moi, on n'est pas applaudi, moi. Ah mais si, on va t'applaudir. Ah bah, je suis désolé. Mais ici, tu as ton fan club, donc c'est pas... Nicole a été, une fois de plus, applaudi. Non, juste pour revenir sur... c'est très petit hein, comme réflexion, mais est-ce que légitimité du Kosovo, mais pas de l'égalité, l'égalité pour la Libye, la 1973 que vous avez évoquée, voilà, est-ce que d'une certaine manière, ça change, ça dévie quand même le regard sur la justesse, pas forcément le succès de ces interventions. Puis la deuxième question, c'est sur une réflexion de Nicole, l'élection n'est pas la démocratie. Donc ce que je ne comprends pas avec tous les moyens du soft power américain, qu'il a développé, comment finalement l'intervention militaire n'aboutit pas à une préparation politique plus densifiée que l'organisation d'élections en cherchant à chaque fois qui on va tenter de faire élire et cet aspect de cette absence de préparation en amont. Alors vous l'avez un petit peu dit en disant que bon ben voilà, on veut que tout le monde soit d'accord au départ, etc., mais c'est quand même, oui, l'élection n'est pas la démocratie et si on veut bâtir une démocratie ou contribuer à la faire émerger, il faut quand même avoir des cartes politiques dans le pays où on veut. Voilà, c'était mes deux réflexions complétant ou permettant de rebondir sur les propos. Philippe. Merci. Beaucoup de réflexions intéressantes. Nicole, ton intervention m'a rappelé pourquoi j'ai tellement aimé débattre avec toi à l'époque. C'est toujours très vif. Et aussi pourquoi j'étais et je suis toujours si souvent d'accord avec toi. Mais tout de même, beaucoup de réflexions intéressantes à laquelle je voulais répondre. Tu dis, je n'ai pas mentionné les cas où on a décidé de ne pas poursuivre le changement de régime. Et évidemment, dans le livre, je le fais et je cite justement les exemples que tous les deux vous avez donnés. La guerre en Irak, c'est intéressant, l'intervention en Irak après l'invasion du Koweït en août 90, c'était l'administration Bush, le premier, qui était peuplée de conseillers comme Dick Cheney, Paul Wolfowitz et autres qui, 10 ans plus tard, étaient pour le changement de régime en Irak. Mais à ce moment-là, ils étaient contre. C'était des réalistes qui, justement, ont décidé. Et je les cite dans le livre, c'est fascinant parce qu'ils donnent des explications claires et parfaites pourquoi ce serait une mauvaise idée d'aller à Bagdad. Et je veux dire, Dick Cheney, celui qui était, et le fils de ce président Bush, et Wolfowitz, à cette époque-là, et pendant quelques années après, ils expliquaient, c'est comme s'il avait lu mon livre en avance, il donnait les 10 raisons pour lesquelles ce serait difficile. Il ne faut pas aller à Bagdad. Pourquoi ça change? Et pour quelques-uns, comme Cheney et Wolfowitz, ça change, ou plutôt Wolfowitz, ça change graduellement, comme on voit que Saddam Hussein n'allait pas tomber comme on espérait. On espérait que perdre une guerre au Moyen-Orient, il va perdre le pouvoir. Mais il ne le perd pas, c'est un dictateur. Et donc, pour certains, comme Wolfowitz, graduellement, ils décident que c'était une faute de ne pas aller à Bagdad. Mais pour les autres, ça ne change pas avant le 11 septembre. Et parce que même l'administration Bush, qui, n'oublions pas, a été élue en proposant une politique humble, modeste. C'était Al Gore qui était plus interventionniste, c'est Bush qui était un gouverneur du Texas, il ne voulait pas intervenir, il était réaliste comme son père, Cheney était réaliste, Powell réaliste, et donc au début, il n'était pas pour l'invasion de l'Irak. Ça ne change que après le 11 septembre, l'Amérique est attaquée et tout d'un coup, c'est ce que je décrivais tout à l'heure, l'analyse, la réalité de la situation en Irak en ce qui concernait les armes de destruction massive, le traitement humanitaire de la population, ça n'a pas du tout changé en 2011. Ce qui a changé, c'est la perception des États-Unis et ça était devenu intenable et il fallait changer le régime. Donc justement, 91, c'est un exemple où on a décidé de ne pas courir ce risque et le Bosnie et le Kosovo aussi. Parfois, quand on écoute ma thèse, on réagit en disant « Non, vous avez tort,
on est intervenu dans les Balkans et ça a été un succès. Mais justement, dans les deux cas, on a fait ce qu'il fallait faire pour terminer la guerre et sauver des gens, mais sans exiger le changement de régime. En Bosnie, on a même travaillé avec ceux qui étaient responsables. Milosevic, Tudjman, n'est-ce pas? On a accepté d'une façon réaliste ils étaient responsables pour la guerre, mais pour terminer la guerre, on aurait pu, comme l'OTAN, décider, on va non seulement intervenir en Bosnie pour sauver des vies, on va faire le changement de régime en Serbie et en Croatie. On a décidé, on n'a pas fait et on a terminé la guerre. Donc ces cas-là, ce sont des alternatives et j'en reviendrai, Nicole, à la fin, à ce que je propose comme alternative, que tu as raison, je n'en ai pas parlé ici, mais ce sont des exemples où on peut faire quelque chose de nécessaire sans aller jusqu'au point de créer tous ces problèmes. Nicole, tu as parlé des Européens comme prévu, et tu as raison que tu as commencé avec l'idée qu'en 2003, si les Américains avaient seulement écouté les Français, qui avaient raison, et l'explication, n'est-ce pas, parce que tu avais dit que les Européens avaient un peu d'expérience avec le changement de régime et l'occupation militaire, et ça explique en partie leur scepticisme en 2003. Ils savaient que ce n'était pas si facile que ça d'utiliser la puissance pour influencer l'avenir de la politique dans le Moyen-Orient. N'est-ce pas, c'était l'époque du livre de Bob Kagan, qu'on connaît tous, que les Américains venaient de Mars et les Européens du Vénus, c'est-à-dire que nous, on appréciait la puissance et parce qu'on l'avait, et vous l'avez il y a longtemps perdu, et c'est pour ça que vous ne vous intéressez plus à la politique, et c'est pour ça que nous, on était confiants qu'on pouvait. Et ça a expliqué la grande différence entre Américains et Européens en 2003. Ça, à mon avis, c'est en train de changer. Et les Américains sont de moins en moins martiens, sont de plus en plus européens, et en partie, peut-être du fait que les Américains sont moins martiens, les Européens le sont un peu plus. Et pas un peu. Et comme exemple, je donnerai la Libye, que j'ai déjà mentionnée, et j'ai raconté cette histoire avec Sarkozy, où il dit à Hillary Clinton que les avions français sont déjà partis en l'air. Une semaine avant, parce qu'il y avait 2 réunions à Paris ce printemps-là, une semaine avant celle-là, il y avait une réunion du G7 à l'époque, j'étais encore une fois avec Hillary Clinton, qui n'avait pas d'instruction diplomatique, parce qu'on ne savait pas ce qu'était notre politique. Obama ne voulait pas intervenir en Libye, la Maison-Blanche n'avait pas encore décidé, et donc moi j'étais avec notre ministre des Affaires étrangères, mais on ne savait pas ce qu'était notre politique. Et donc elle a demandé que les Européens, comme souvent les États-Unis parlent en premier, parce que les grandes puissances, cette fois-ci on a donné la parole aux Européens, qui nous faisaient des leçons sur l'intervention militaire en Libye. Les Italiens, les Français et même les Britanniques nous disaient « Mais qu'est-ce que vous faites ? Vous n'avez pas confiance en votre puissance, il faut agir contre Kadhafi. » Et ça, c'était quand même ironique pour moi d'observer ça 10 ans après avoir eu la même discussion, mais d'une façon totalement contradictoire. Les Italiens nous donnaient des leçons, on ne peut pas accepter Kadhafi, il faut agir militairement. On a fini dans ce cas-là par suivre ces conseils. Mais une des raisons pour laquelle je dis qu'on devient moins martien, nous les Américains, c'est que maintenant, la Libye, quand les Américains, il y a d'autres raisons, mais on regarde la Libye et le résultat, l'enthousiasme pour ces interventions militaires est de moins en moins. Évidemment, tu n'as pas encore, Nicole, lu mon livre parce qu'il n'existe pas encore, mais il est disponible sur Amazon, des ventes avancées, si vous voulez. Mais quand tu en as parlé, c'est comme si tu l'avais lu. Non seulement le contenu, mais le titre dont... Regardez, oui. Le titre, et cette idée de long terme et long game, c'est important dans plusieurs sens que tu l'as mentionné. Mais
encore une fois, pour souligner ce que j'appelais tout à l'heure les patterns, les schémas qu'on voit à chaque fois, juste après que le régime tombe, on pense que, déjà avant d'intervenir, on décide comme administration qu'on est différent. C'est vrai que nos prédécesseurs ont échoué, mais nous, on va le faire d'une façon différente. Et puis, on réussit à tomber le régime parce qu'on fait toujours le contraire de ce que nos prédécesseurs ont essayé, parce que ça n'a pas marché. Cette fois-ci, on le fait d'une façon différente. Et une fois que le régime tombe, on déclare que c'était un succès. Dans le cas des Moudjahidines et Afghanistan dans les années 80, il y a un télégramme diplomatique très connu de notre station chief, le directeur de la CIA en Pakistan, qui consistait de 2 mots, « We won ». C'est le télégramme diplomatique le plus court. Si le long télégramme de Kennan est 5000 mots, celui-là était 2 mots, « We won ». Parce qu'il était tellement content de l'idée qu'on pouvait donner des armes aux forces de l'opposition et expulser les soviétiques d'Afghanistan. Donc, première réaction émotionnelle, c'était « We won ». Quelques années plus tard, disons après, aujourd'hui, on avait won. Donc, c'était compréhensible qu'il réagisse comme ça, mais quand même, il n'est pas très clair que we won. Mission accomplished est l'autre exemple, n'est-ce pas? Comme tu dis, les Européens, les autres, critiquaient l'idée d'une guerre en Irak, pensaient qu'il y aurait des milliers de fatalités, etc. Et dans quelques semaines, on expulse l'armée irakienne, et c'était le 1er mai 2003, c'est-à-dire quelques mois après cette guerre très courte, que Bush fait ce discours. Il arrive en avion avec le grand banderole « Mission accomplished ». Bon, la mission étroite peut-être a été accomplie, mais l'idée d'imposer une démocratie coopérative, stabilité, était loin d'être accomplie. La Libye aussi, on a déclaré victoire. Vous avez mentionné Bernard-Henri Lévy, je pense qu'il a accompagné Sarkozy et Cameron à Benghazi ou Tripoli, juste après. Et ils ont annoncé une victoire incroyable, n'est-ce pas? Hillary Clinton aussi a célébré ça. Il y a même maintenant des fuites, des discussions internes où ses conseillers politiques voulaient qu'elle mette son nom sur la doctrine d'intervention en Libye. Il fallait parce que c'était la saison politique, et les conseillers politiques pensaient, quel énorme succès, il faut posséder ça. Quelques années plus tard, on n'a pas cette impression-là. Donc c'est ça que j'essaie de souligner avec ce titre. Il faut pas, ça c'est le easy part encore une fois, et il faut prendre une approche plutôt du long terme. Quand j'ai dit que les Américains sont en train de changer et sont moins martiens, je expliquerai ça encore un peu parce que je pense que c'est très important. Et quand tu dis, tu poses la question, le prochain président, il sera comment? On a observé une chose en 2016, c'est-à-dire que normalement la politique étrangère américaine, c'est comme une pendule. Après une période de puissance et d'interventionnisme et de confiance, on a des déficits, on a des coups de guerre et on élit un président contraire. Et puis après, on essaie de s'occuper de nos propres problèmes. Et puis après, le pendule repart de l'autre côté. Vraiment depuis des décennies, c'est comme ça, je pourrais mentionner les présidents, mais vous voyez ce que je veux dire. En 2016, ça ne s'est pas passé. C'est-à-dire qu'on avait George W. Bush, n'est-ce pas? Extroverti, invasion de l'Irak, puissance américaine, on peut transformer le monde. Puis après, 8 ans et les coups, Barack Obama, le contraire. N'est-ce pas? Il faut nation building at home, il ne faut pas intervenir au Moyen-Orient. Et normalement, et était critiqué justement pour être
faible, n'est-ce pas? Il n'était pas assez fort comme président. Normalement, après 8 ans d'introversion, on aurait pu imaginer un républicain se présenter et dire « Voilà, je suis Ronald Reagan, je vais transformer le monde ». Au contraire, parmi les républicains qui se sont présentés en 2016, il y avait à peine un qui était pour une politique réganienne, c'était Lindsey Graham qui a eu 0,3% des voix et n'a même pas eu des délégués dans son propre État. Et tous les autres étaient plus ou moins isolationnistes. Et celui qui a gagné, Donald Trump, n'était pas le contraire d'Obama dans le sens qu'il voulait une Amérique forte. C'était Obama en stéroïdes qui était beaucoup moins interventionniste d'Obama. Il prétendait être contre la guerre en Irak, Libye, etc. Et ça, c'était un message. Et le message, c'était que le peuple américain on a marre de ces interventions. Les coups, ils examinent les résultats. Et je pense que c'est une leçon très importante. Et je dirais aux Européens, dans un sens, be careful what you wish for. Faites attention à ce que vous désirez. Vous ne pouvez pas aimer les Américains trop interventionnistes. Vous allez voir un monde, sans doute, où les Américains disent aux autres, c'est votre problème, ce n'est pas le nôtre.